Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 765e entrevue, quand même. On dit 765e entrevue, mais en fait, c'est 765e épisode. Alors, il y a des épisodes au début qu'on faisait 2 puis 3 entrevues. Imaginez-vous. Ça veut dire qu'on aurait dépassé le 1000. Toutes des histoires le fun. C'est ça que j'aime, c'est qu'on découvre des entrepreneurs, mais on découvre aussi des humains. Ben oui, parce que ça a l'air qu'il y a des humains en arrière de ça. Les entreprises, hein, vous le savez, même si l'intelligence artificielle est rentrée, est arrivée fort, l'être humain va rester là. Hey, wow. Aujourd'hui, je me fais plaisir parce que ça fait longtemps que je veux l'avoir avec nous autres parce que je sais qu'il y a une belle histoire puis c'est un être humain qui est le fun à connaître. Dominique Brown qui est avec nous. Salut Dominique. Salut Régent. Comment ça va? Hey, ça va super bien, merci. Merci de m'avoir invité puis d'avoir continué à m'inviter puis d'avoir réessayé de m'inviter. Je suis finalement là aujourd'hui, ça me fait plaisir. Tu vas me donner une médaille de persévérance. Oui. Hein? Parce que c'est vrai que c'est un petit bout. Puis on se connaissait pas beaucoup. Puis on s'est connus à l'époque avec le premier livre, dans la jungle du réseautage, que tu avais accepté avec la belle Valérie, de nous faire part de comment tu aimais moins ça un peu, le réseautage d'un cocktail. Oui, effectivement. Le réseautage, ça n'a jamais été le bout que j'aimais le plus dans les affaires. De café, non, exactement. Moi, je suis ouais. quelqu'un qui aime ça les chiffres, qui aime ça me plonger dans des modèles d'affaires, qui aime ça régler des problèmes complexes, qui aime ça les relations avec les banques, tout ça. Mais non, le réseautage, là, moi, aller dans une foule d'inconnus, avoir à me prouver, puis à vendre quelque chose ou à solliciter quelqu'un, c'est pas des choses que j'aime particulièrement. Quand il était petit, le Dominique Brown, est-ce que c'est un gars un peu plus réservé, plus introverti peut-être, ou plus timide peut-être? Non? Ben moi, j'ai vraiment, je pense, deux côtés à ma personnalité. Là. Je suis quelqu'un qui peut être très extraverti, je peux donner des conférences, je peux parler à une foule. Là. Moi, c'est très facile pour moi, faire des médias ou autre chose, ça va bien. Mais dès que j'arrive dans des groupes plus fermés, plus petits, plus restreints... T'es bien là quand même. Non, je vais être tendance à être plus gêné, au contraire, beaucoup plus réservé. J'aime ça. Tu sais, moi, je suis un programmeur à la base. Là. Alors, moi, je pourrais vivre dans une caverne là, tout seul, paradoxalement, puis je peux donner des conférences devant 2000 personnes, ça me dérangera pas. C'est bizarre, mais pareil. C'est le entre-deux qui me rend un peu plus gêné. Ouais. Parce que c'est... d'habitude, on est... un ou l'autre, t'es comme une bébite rare parce que d'être à l'aise devant, parce que parler en public, là, écoute, il y a des gens qui ont moins peur de mourir. Oui. Hein, que de parler en public. Oui, bien, c'est pas mon cas. Écoute, c'est parce que quand tu parles en public en même temps, tu parles comme à personne aussi. Là. Tu parles à tout le monde puis à personne. Il n'y a personne qui va vraiment te répondre. T'es là pour donner donner ton speech, partager, tout ça. C'est pas une relation aussi intime que quand tu vas parler d'un à un dans un 5 à 7, justement, par exemple. Donc là, je vais être un peu moins à l'aise. Mais on apprend à connaître le boy parce qu'on te voit souvent, tu sais, puis là, depuis, peut-être, tu me disais tout à l'heure, une quinzaine d'années quasiment, le Chocolat Favori. Ben oui, Chocolat Favori. Écoute, ça fait... c'est en 2012 que j'ai fait l'acquisition de ça, 3 chocolateries à l'époque. Puis il y en avait 3, c'est ça, tu m'as dit. Il y en avait 3 chocolateries. C'était basé uniquement à Québec. On fabriquait tout ce qu'on vendait au 2e étage de la maison à Lévis, puis un peu à Charlesbourg également. Au carré, très carré. Où on est encore aujourd'hui. Oui, d'ailleurs. C'est là que je vais, moi. Ben oui. Puis là, tu vois, on a pris beaucoup de croissance depuis. On est rendu une soixantaine de chocolateries dans 3 provinces canadiennes. Quand même. Puis on fabrique tout ça là, à notre siège social sur Armand-Viault, ici à Québec, dans 42 000 pieds carrés. On a des entrepôts. Du chocolat de Québec par des Québécois. Ben oui, fait à exactement. Québec. Rendu à Vancouver. Ben oui, rendu à Vancouver. On a appris ça, là, depuis dernièrement. peu. Je suis très, très content. On était à Victoria, sur l'île de Vancouver, depuis quelques années, mais là, Vancouver même, en centre-ville, c'est tout nouveau, notre premier emplacement là-bas. Puis là, ça va faire un peu plus d'1 mois qu'on est là, puis la réaction est extraordinaire. C'est fou, oui. Là, oui, ça fonctionne très, très bien. Donc là, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus vite. Alors, on a déjà une nouvelle chocolaterie qui est planifiée à Whistler et une autre là, dans la vallée de l'Okanagan également là, qui s'en vient.
L'expansion, c'est des franchisés ou c'est corporatif là-bas? C'est des franchisés. Donc, nous, la majorité de nos chocolateries, en fait, sont franchisées maintenant. Okay. On a décidé de faire un pivot vers le modèle de la franchise il y a quelques années. Fait qu'il nous en reste encore plusieurs des corporatifs, mais principalement dans la région de Québec, où on peut facilement prendre notre auto puis aller voir s'il y a un problème. Contrôler puis on connaît bien le marché. Plus, oui, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que quand tu prends le modèle franchisé, ça a plusieurs avantages. C'est des inconvénients aussi. Mais un des avantages, c'est que ça te permet d'avoir des gens locaux qui connaissent le marché, qui savent comment le développer, qui savent comment aller contacter les entrepreneurs du coin pour leur vendre du chocolat, par exemple, ou s'impliquer dans le terrain de soccer, savoir qu'est-ce qui va faire une différence. Bref, on a besoin de ces ambassadeurs de marque-là pour nous, pour vraiment se déployer correctement partout au Canada. On avait essayé en corporatif au début en Ontario. Là, depuis, on a vendu toutes nos chocolateries en Ontario. C'est toutes des franchisés maintenant. Mais parce que quand on est allé en Ontario au départ, bien, c'est un marché qu'on comprenait moins, qui était plus difficile à opérer de loin. Puis il faut savoir aussi que dans tout l'extérieur du Québec, le franchisage, ça se vit très différemment du Québec. C'est-à-dire que le Québec, en tant que province, c'est un des rares endroits en Amérique du Nord, sur la Terre, j'ai envie de dire, où il n'y a pas de loi qui encadre le franchisage. Il n'y a pas de loi spécifique. Tandis qu'à partir du moment que tu vas en Ontario, en Colombie-Britannique, n'importe où ailleurs au Canada, tu vas avoir des lois auxquelles tu dois te conformer, des documents spécifiques à produire à chaque année. Pour protéger le consommateur. Pour protéger le franchisé et le franchiseur. Donc, toute cette relation-là est beaucoup plus encadrée qu'elle ne l'est au Québec. En fait, au Québec, elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Alors, c'est ça. C'est plus cow-boy un peu le Québec en termes de franchisage. Mais par contre, est-ce que tu y vois sûrement des avantages à faire ça, là, parce que c'est intéressant pour les deux parties? Ben oui, absolument, parce que cette façon-là de faire à l'extérieur... Ça protège tout le monde. Ben, ça protège tout le monde. Oui. Ça t'oblige aussi à être beaucoup plus organisé. Donc, comme franchiseur, tu dois... répondre à certains critères. Là, répondre à certains critères. Tu dois aussi donner de l'information à ton franchisé d'une manière qui est déjà définie, donc sur les rapports financiers, les choses comme ça. Donc, ça assure aussi au franchisé qu'il y a une certaine qualité d'information qu'il reçoit, qu'il y a une qualité de franchiseur aussi en arrière. Donc, il y a beaucoup plus de protection pour le franchisé à l'extérieur du Québec. Tu penses-tu que ça s'en vient? On dit Québec J'en le ai pas. Franchement aucune idée. Non, j'en ai aucune espèce d'idée. Parce que je peut-être, sais pas. on ne sait jamais. Je pense que c'est quelque chose qui certainement serait intéressant éventuellement à explorer. On voulait savoir, là, parce que moi, j'ai pris aussi le temps de demander à mes auditeurs des fois des petites questions, hein, parce que t'as qu'à avoir Dominique avec nous autres. Ben oui. Dominique Brown, le vrai. Tout le semaine d'avoir des petites questions de près, puis si ça te tente, on peut se prêter au jeu des fois. Ça me fait plaisir. Ben, tu sais, il y en a qui disent des fois les petites questions, bon, qu'est-ce qu'on fait pour s'amollir le cerveau, hein, comme entrepreneur? Qu'est-ce qu'on fait pour se changer les idées, quand même? Ah ben ça, je pense que c'est différent pour chaque entrepreneur. Dominique, écoute, fait quoi, moi, personnellement, je joue à des jeux vidéo. Ah oui? Alors, je joue à des jeux vidéo à tu n'as déjà tous les construit? matins. Hein? Ben oui, j'en ai déjà conçu. Ma première entreprise, c'était Binox, un studio de développement de jeux vidéo qui est encore très en vie actuellement, qui fait des Call of Duty que beaucoup de monde connaissent. Mais moi, quand j'ai quitté ça, ben, j'ai retrouvé le plaisir de jouer pour jouer. Oui, jouer pour jouer. Oui, jouer pas pour surveiller la compétition ou me rendre nerveux par rapport à ce que la compétition a versus mon produit qui est en développement ou autre chose. Fun. C'est juste du fun. Fait que moi, à tous les matins de ma vie, littéralement tous les matins, je vais me lever, je vais me faire un petit café puis je vais jouer à des jeux vidéo pendant au moins 1 heure. Ben voyons, 7 jours sur 7. Ça, les gens savent peut-être pas ça. C'est le fun qu'on apprenne ces choses-là. Oui, moi, je me lève très tôt le matin. Je vais me lever... généralement, j'essaie de me lever vers 4 heures du matin, des fois plus tôt. Comme aujourd'hui, par exemple, je me suis levé à 3 heures du matin pour commencer ma journée. Alors là, je me suis permis de jouer une bonne heure et demie à des jeux vidéo. Tu te fais plaisir. Je me fais plaisir. Je vais analyser les ventes de tous mes magasins aussi à chaque jour. Je vais... préparer ma journée également, donc regarder mon horaire, préparer toutes mes rencontres pour être sûr d'arriver prêt, parce que souvent, j'ai une journée, moi, qui est alignée ou même pas aux 15 minutes. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est rencontre après rencontre. Je prends rarement le temps de dîner. J'ai souvent des rencontres au dîner aussi. Fait que le fait de prendre
temps-là c'est à toi, ça t'appartient. De préparation, ben, ça me permet de passer à travers ma journée puis la rendre vraiment productive. Je suis efficace. Je suis pas stressé non plus parce que même si un meeting s'enchaîne un après l'autre, ben, je suis préparé. Je suis préparé pour. Puis évidemment, je vais faire de la place en général pour du temps de sport aussi. Fait que soit de la boxe ou du... Tu fais de la boxe? Oui, ou du jogging, oui. Ben, j'ai fait de la boxe pendant plusieurs années. J'ai fait des combats de boxe. Oui, bien, je trouvais... Tu sais, je te regardais tantôt de côté, t'as un petit nez. J'en ai mangé 2-3 volets dans ma vie. Oui, c'est vrai. mais là, je fais plus de... Je fais de la boxe plus pour m'entraîner chez moi. Pour le plaisir, l'entraînement, sur un sac. Mais t'as déjà fait des combats? Oui. Je fais plus de boxe dans un ring ou autre chose, là, mais j'ai adoré ça. Ça a été mon sport préféré dans ma vie. Quand tu étais jeune, faisais-tu boxe amateur ou bien... Ah, je faisais de la boxe amateur. J'en ai fait pendant j'ai envie de dire une dizaine d'années. Peut-être, j'en faisais beaucoup dans le temps de chez Binox, en fait. J'ai arrêté ça un peu après mon aventure chez Binox. Toi, Binox, tu étais à Québec? Tu étais basé ici à Québec? Oui, j'étais basé à Québec. Moi, j'ai démarré ça ici à Québec. C'est un studio j'ai parti là, avec quelques collègues dans le temps en jeux vidéo. Là, on parle de quoi, le 2000? C'était en 2000. C'est exactement 2000 que j'ai démarré ça, avec 5 autres personnes. Puis on a démarré ça. Il reste encore un des fondateurs qui est encore là aujourd'hui chez Binox. Puis tu vois, on a amené ça jusqu'à 500 personnes. Wow. Puis c'était une belle... un studio de Québec. Puis on a vendu ça à Activision, qui est un des joueurs les plus importants gros joueur, au monde. Puis qui eux-mêmes ont été vendus depuis à Microsoft. Alors Binox est un studio de Microsoft aujourd'hui. Puis maintenant, ils ont un studio à Montréal également. Cool, hey. Mais je ne savais pas que tu faisais de la boxe à un certain niveau quand même, parce que tu me sembles dire que tu as fait des combats. Oui, j'ai fait des combats. Je les ai tous perdus. J'ai fait une commotion cérébrale. Stéphane, comment il s'appelle? Là? C'était le coach Stéphane Ouellette au début, là, le petit... voyons, Caroline. Oui, François Larouche. Duguay. Non, Stéphane Larouche. Okay. Stéphane, il disait souvent qu'il avait une fiche de 15 combats. 15 défaites. Écoute, peut-être. Moi, j'ai fait 4 ou 5 combats, là, je m'en souviens plus. Oui, puis quelque chose que je manquais pas, c'est de la confiance en moi. Alors, le premier combat que j'ai fait, je me suis inscrit à une compétition provinciale, rien de moins. On s'en va là. J'étais arrivé là, je pesais pas le bon poids, pas en tout. Fait que je me suis battu contre quelqu'un qui devait être 2 fois plus gros que moi, 100% muscle, ce qui n'était pas mon cas à cette époque-là. J'en ai mangé une sincère, on va dire. Je suis tombé là après 6-7 coups. Hey, le premier coup de poing que j'ai mangé de ce gars-là, je te dis, j'avais l'impression d'avoir reçu quelqu'un s'était pris un élan avec un bat de baseball, m'avait frappé en pleine tronche. Fait que je suis tombé là, après 7-8 coups, je suis tombé là, droite comme une planche, comme si tu avais laissé aller une planche à terre. Puis là, t'as quel âge là, dans ce temps-là? T'es-tu mineur? Écoute, non, je suis pas mineur. Je suis chez Binox à ce moment-là. Je suis dans vingtaine. Je dois être dans vingtaine ou début trentaine, quelque chose comme ça. Non, fin vingtaine, d'après moi. Là. Ouais. Aïe, aïe. Ah oui, j'en ai mangé toute une. J'ai adoré ça. Puis ça t'a pas empêché. Il dit j'ai adoré ça. Ça t'a pas empêché de refaire 3-4 autres combats? Non, pas en tout. Et puis après, en plus, c'est drôle parce qu'après mon premier combat, écoute, je me suis réveillé le matin, j'avais toute la moitié du visage bleu marin, j'étais poqué épouvantable. Puis cette journée-là, je rencontrais, c'était ma première visite, j'avais Régis Labombe qui venait me rencontrer, visiter nos bureaux. Il était tout nouveau, maire de Québec, puis il était venu nous visiter. Alors, ça l'avait trouvé ça drôle. Là, ça l'avait tellement frappé que je pense qu'il n'a jamais oublié que je faisais de la boxe. Il va s'en rappeler. J'avais tout le visage tuméfié, puis bleu marin, puis... Mais écoute... C'est l'autre sport que tu me disais que tu faisais aussi? Ah, du jogging. Ah ouais? Oui, j'ai fait du jogging pendant plusieurs années. J'ai fait un marathon dans ma vie. C'était quelque chose qui était... T'as fait un marathon? Ben oui, bravo. J'ai fait... c'est quoi, c'est 42... c'est 42,2 km. Tabarnouche! Ouais. Là, il faut se préparer là, avant de faire ça. Ouais. On parlait tantôt avec notre ami François-Guy Tivierge, là, monter une montagne, là, tu te prépares avant, là? Oui. C'était quelque chose. Je m'étais entraîné pas mal. Probablement pas assez pour mon premier marathon. Tu l'as trouvé ça? Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé difficile, mais
Mais quand même, tu sais, un marathon, quand tu commences à courir, tu es là, puis tu cours 5 km, puis tu vois toute ta vie défiler devant tes yeux, puis tu te dis, mais les gens qui font ça, ils sont fous. Mais ils sont fous. Puis, ben non, tu fais juste y mettre du temps, puis de l'effort, puis de l'énergie, puis tu vas finir à un moment donné par te rendre à 10 km. C'est pas si compliqué que ça. Ça étape par à un étape. moment donné, tu en mets un peu plus, tu vas te rendre à 15, à 20, tu vas faire ton premier demi, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben, il s'agit juste d'avoir de la discipline. C'est comme bien des choses dans la vie. Là. Tu te lèves le matin, tu y vas progressivement, puis à un moment donné, tu vas te rendre un pas à la fois. Il y a un beau parallèle dans ce que tu dis, Dominique, par rapport à la discipline, par rapport à se préparer, puis tout ça avec les entrepreneurs. Oui. Ah oui. En entreprise, là, comme tu l'as dit, là, ta journée, elle ne te stresse pas parce que tu es préparé. Oui, absolument. Ah oui, il faut être discipliné. Puis moi, le jogging, ça m'a beaucoup enseigné ça parce que je n'étais pas quelqu'un qui était discipliné à la base. Puis je suis quelqu'un qui a tendance, des fois, je pars sur des lubies, des idées créatives, je pars à gauche, à droite. Puis j'aime, comme tout le monde, j'haïs ça, faire ce que j'aime pas faire. Fait que j'ai tendance à reporter ça, puis à remettre ça, procrastiner, puis tout ça, comme n'importe quel être humain. Ben oui. Puis le jogging, je m'obligeais à aller faire du jogging le matin aux petites heures, puis j'y allais aux 2 jours minimum. Je faisais en général des 10 à 12 kilomètres par 2 jours, puis j'y allais. Ce qui était le plus important, c'est que j'y allais peu importe la température qu'il faisait dehors. Fait qu'il y avait beau pleuvoir de la slotch, faire 2 degrés. T'étais bien en conséquence, go, genre, on y va. Exact. On y va, puis go, puis on passe au travers, puis on va l'avoir. Puis je m'imposais cette discipline-là, parce qu'en entrepreneuriat, c'est ça, certain. C'est pas toujours le fun. Même si tu fais le projet de tes rêves, même si c'est dans le domaine que tu aimes le plus au monde, il va y avoir des moments où ça va t'écœurer, où ta job va t'écœurer, où tu vas vouloir tout sacrer ça là. Puis ça va peut-être durer 1 heure, ça va peut-être durer 1 journée, 1 semaine, 1 mois. Ça va peut-être durer 5 ans, tu ne le sais pas. Mais il va falloir que tu passes au travers. Puis après la tempête va venir le beau temps, inévitablement. Mais en tant qu'entrepreneur, tu es le capitaine du bateau. Il faut que tu donnes la voie, il faut que tu motives ton monde, il faut que tu restes motivé. Puis ça peut être très lourd à porter. Fait que cette discipline-là, ça m'a beaucoup aidé le jogging à l'acquérir. Tu sais, on fait souvent les parallèles, hein, puis c'est important de voir justement où on va. Puis d'où on part. Fait que, tu sais, puis quand tu parles de discipline, ben t'as quelque chose au bout, là. Faut se la faire nous autres mêmes, hein, on va dire le petit nanan, là. Oui. Faut se le faire. En parlant de petit nanan, là, on a parlé des chocolats favoris à Vancouver. Oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets d'expansion de fou? Parce que là-bas, tu peux en mettre quasiment 10 sur l'île. On veut conquérir le monde, nous autres. Écoute, on va développer. Ben oui, puis on va développer encore beaucoup. Là. Tu l'as déjà dit, je pense, oui, c'est ça. Exactement. Puis là, on a déjà Whistler, Kelowna qui est confirmé. On a plusieurs autres secteurs aussi qu'on n'est pas prêt à dévoiler, mais qui sont signés également. Puis moi, je viens de passer 1 semaine en Colombie-Britannique à aller justement regarder toutes sortes d'endroits, rencontrer des franchisés, tout ça. Il y a énormément d'intérêt, de potentiel et d'intérêt pour la marque là-bas également. Fait que oui, une dizaine de chocolateries, définitivement. Un gros minimum, j'ai envie de dire, pour la Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu as changé? Parce qu'on sait que tu as gardé le mot. Hein? Chocolat favori, c'est beau, ça dit tout, c'est wow. Oui. Mais y a-t-il des choses que tu as changé quand tu es rentré là, toi, avec 3 restaurants? Ben, je dis restaurants. 3 chocolateries, oui. 3 succursales, 3 chocolateries. Puis qu'aujourd'hui, tu me parlais tantôt de 60. 60, bon. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que entre 3 et 60, y a-t-il des choses que tu as vraiment changé radicalement pour dire... Je me le donne, ça, là. C'est un peu moins, là. Ben, il n'y a rien que je vais me donner personnellement. Là. Tout revient à l'équipe. Mais c'est ça, l'équipe. Mon règne, si j'ai envie de dire, depuis que j'ai acquis l'entreprise, ben écoute, c'est sûr que nous, quand on est arrivé, il y a à peu près rien qu'on n'a pas changé. La seule, tu sais, on a changé l'image de marque, on a changé les concepts de magasin, on est arrivé avec des nouveaux produits, le concept de fondu au chocolat en conserve, les 12 enrobages et tout. Je dirais que la chose qu'on n'a pas changé, c'est vraiment... Ben, c'est le nom, oui, mais c'est aussi le concept de base qui était la crème glacée enrobée dans le véritable chocolat. Ouais. Donc, tout ce qui touche la qualité du chocolat, ça...
on n'y a pas touché. Donc, ça, vraiment... Là, c'est ça que tu as vu que c'était l'essence gagnante. Bien, absolument. C'est la recette gagnante de chocolat favori. Puis, on a amené ça encore plus loin avec le temps. C'est-à-dire que notre chocolat, maintenant, il est durable, équitable. Donc, puis on essaye de vraiment aller chercher toujours des ingrédients avec la meilleure possible bio, provenance. Puis, oui, c'est ça. Puis, tu sais, parce puis je suis allé en Afrique aussi voir toute la chaîne de valeur là-bas, au Ghana spécifiquement, pour voir justement l'argent de plus, le premium qu'on paye de plus, mais comment il circule en Afrique, quelle différence qu'il fait sur le terrain, comment ça se traduit pour les fermiers, les communautés dans lesquelles on s'implante. Parce que Chocolat Favori, tu sais, nous, un des engagements, c'est de faire une différence dans nos communautés puis pour notre planète. Donc ça, c'est un engagement concret qu'on a chez Chocolat Favori de faire une différence. Fait que les gens ne le savent pas nécessairement, mais chaque fois que les gens prennent une crème glacée enrobée de véritable chocolat chez nous, c'est du chocolat équitable et durable. Ce que je ne pense pas, à ma connaissance, que qui que ce soit d'autre au Québec fait en ce moment. Wow, mais je me trompe peut-être, mais c'est mon impression. Bien, bravo. Bien, merci. Parce que, puis on le sait que là, c'est de plus en plus important. Hein, on est de plus en plus... Bien, dis-moi, ça a toujours été important. Oui. On dirait que là, on est un peu plus conscient. Bien, c'est sûr qu'actuellement, oui, on est conscient pour plein de raisons, là, avec le réchauffement climatique et tout ça, mais je te dirais que c'est d'autant plus important parce qu'actuellement, tu n'es peut-être pas au courant, mais le secteur du chocolat vit une crise énorme par rapport au prix du cacao. Donc là, le prix du cacao est à des sommets depuis maintenant plus d'1 an. Oh. Donc, écoute, il était le chocolat depuis des années était autour du 2500-2600 dollars américains par tonne métrique. Là, maintenant, il est autour il se promène entre 9 et 10 000 dollars la tonne. Il a même monté jusqu'à 12 500 dollars la tonne. Et tout ça en dedans de 1 an. Hein? Un peu plus d'1 an. Donc, 3 ou 4 fois le prix, là. Ça a un impact, évidemment. Fait que quand vous sur voyez le coûtant, hein? Ben oui, quand on voit du chocolat 75 % en magasin, par exemple, ou 70, bien 70 % de cette palette de chocolat-là, bien, elle est affectée directement par la hausse du cacao. Alors, il y a toujours un effet de décalage, donc parce qu'il y a des stocks qui se bâtissent, qui s'envoient en magasin, mais là, on le voit là, dans les magasins et tout, on le voit, le chocolat qui rentre, puis là, il est beaucoup plus cher qu'avant à cause de ce prix du cacao-là. Puis ça, malheureusement, ça va impacter grandement les petits chocolatiers plus que les gros chocolatiers. Comme nous, par exemple, hein, on va acquérir notre chocolat en avance, on connaît nos volumes, on va jouer avec le prix du marché, on va se protéger contre les prix du cacao, contre le taux de change américain-canadien, des choses qui sont moins accessibles pour un petit producteur. Puis c'est important de tout de même garder le cap sur la durabilité de la ressource parce que quand on regarde qu'est-ce qui cause ça, cette crise-là, c'est plusieurs facteurs, mais notamment, c'est la crise climatique qui affecte les deux pays d'Afrique producteurs, les deux pays principaux, donc le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont un à côté de l'autre en Afrique. Puis dès qu'il y a un problème géopolitique ou climatique dans ce coin-là, bien, ça affecte les prix du cacao. Fait que là, actuellement, il y a des problèmes majeurs climatiques dans la dernière année qu'il y a eu là. Donc, ça a eu cet impact-là. Puis nous autres, quand on donne on paye plus cher notre cacao, bien, ça va aux fermiers, ça va dans la formation sur la façon dont ils vont récolter le cacao, dont ils vont planter puis entretenir leur plantation également pour résister à ces crises-là climatiques qui s'en viennent puis qui vont se multiplier. Donc, c'est d'autant plus important de faire ces investissements-là aujourd'hui. Wow! C'est tout qu'un non, mais j'aime ça parce que j'apprends. Puis, puis je suis persuadé que nos auditeurs vont être bien contents de savoir ça. Oui. Parce que nous autres, on pense chocolat, bon, à la limite, on sait, il y a des gens qui ne savent même pas que ça vient d'Afrique. Ben oui. Ben, en fait, ça vient de plein d'endroits, mais 70 c'est ça, la majeure du volume partie mondial du cacao vient de l'Afrique. Exactement. Donc, c'est énorme, là, de ces deux pays-là spécifiquement. Fait que là, tout le monde va dire, oui, mais là, il y en a en Équateur, il y en a ici, il y en a au Brésil. Mais c'est des volumes beaucoup moins importants que l'Afrique. Oui.
Mais on peut pas non plus dire vanille favori. Ça reste que c'est chocolat favori. C'est du chocolat, oui, absolument. Ça reste Parce notre que votre menu, il n'y a pas juste du chocolat. On comprend bien que dans le menu... Non, évidemment. Là, il y a de la crème glacée, on a des caramels, on a des frissonnants, toute une série de breuvages. On a vraiment une très belle sélection de produits, justement, pour répondre aux besoins des gens, des fois, qui ont la dent un peu moins sucrée cette journée-là. C'est familial aussi. C'est ça que j'aime de votre concept, Dominique, parce que... puis je dis votre parce que tu l'as dit tantôt, c'est l'équipe. Mais c'est familial. Tu sais, t'as des enfants, t'as des personnes aînées qui vont y aller, t'as des familles, t'as des gars tout seuls, des filles tout seules. Tu sais, c'est... Ben, le chocolat, c'est 7 à 77 ans. Ben, j'espère. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde, à peu près, aime le chocolat. Mais en même temps... C'est rare que quelqu'un va dire « j'aime pas le chocolat ». Non, c'est ça. C'est des gens un petit peu bizarres qui disent c'est rare. Ça, là, non, mais c'est vrai. C'est ça. Mais écoute, quand tu regardes ça, tout le monde qui mange du chocolat, reste que quand tu manges du chocolat, tu revis un peu des moments d'enfance puis tout ça. Fait que nous autres, on arrive avec notre concept qui se veut être plus éclaté, plus festif. Quand tu rentres dans un chocolat favori, ben t'es supposé être de bonne humeur. Oui, t'es de bonne humeur. Puis on veut vraiment créer un moment. On va plus taper dans les sentiments que te génère le chocolat. Puis on va faire toutes sortes de choses. Comme par exemple, cette année, on a lancé pour la fête. Donc, si c'est l'anniversaire de quelqu'un, ça peut être ton anniversaire, par exemple. 6 mars. Tu peux aller, le 6 mars, tu peux aller au chocolat favori. Puis, évidemment, tu vas avoir ton cornet gratuit parce que c'est ton anniversaire. Mais tu peux maintenant faire ton cornet et le tremper toi-même. Alors, ça, c'est quelque chose qui est énormément populaire. À ma connaissance, oui. Ouais. Donc, depuis le 1er mai dernier, on fait ça. Puis, je te le dis, là, Régent, quand je l'ai fait, je l'ai testé moi-même parce que je fais souvent de la caisse en chocolaterie juste pour interagir avec les clients puis tester un peu leur réaction à des produits. Des fois qui disent... Oui, à Québec, ça arrive quand même assez souvent. Surtout avec ton passage aussi au Dragon. Au Dragon, exactement. C'est là qu'on t'a vu le plus. Là. Quand je leur dis, tu sais, ça m'est arrivé 2 fois par hasard que la personne en avant de moi, j'entends que c'est son anniversaire, puis j'ai dit « Monsieur, madame, vous pouvez faire votre cornet vous-même si vous voulez. » Et je te le dis, la personne, là, c'est comme si tu venais de se donner 1000 piastres. Elle se transforme en un enfant de 5 ans. Ben, c'est clair, c'est clair. Elle capote, elle est donc bien contente. Elle dit non, pas vrai. Fait que là, elle s'en va faire ça. Là, son chum ou sa blonde sont là, il la filme. Là, tout le monde... Puis tout le monde dans la chocolaterie devient excité. Autant les employés que les gens dans le fil de voir ça. Puis ça nous sort de notre quotidien. Puis encore une fois, ça rajoute à l'expérience chocolat favori. Fait que ça, puis plein d'autres affaires qu'on fait pour rendre ta visite au chocolat favori mémorable. Une expérience. Oui, exactement. Vous l'avez compris, ça, parce que c'est ça qu'on veut. On veut vivre de quoi de spécial quand on va quelque part. Au restaurant, c'est pareil. Là, on parle de chocolat favori. Ben, c'est sûr que quand... Moi, je vais souvent à celui sur Très-Carré, à Charlebourg, parce qu'on habite au Lac-Beauport. Puis... c'est tout le temps plein de monde, c'est capoté. Puis il y a comme une ambiance, tu l'as dit tantôt, c'est festif. Même dans le fil d'attente, parce qu'on est souvent dans une file d'attente, puis tant mieux pour vous autres. Puis ça jase. Il n'y a pas personne. C'est un point de rencontre. C'est comme le nouveau perron d'église. Je veux dire, c'est un point de rencontre. Les gens vont se rencontrer, vont croiser des gens qu'ils connaissent parce que justement, un peu tout le monde dans le quartier vont venir, donc ils vont se rencontrer, ils vont se placoter ça. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous à faire vivre aux gens. Puis surtout, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Parce que cette clientèle-là, là, on l'a vu, ça a été mis à mal par la COVID. Nous autres, il y a eu une espèce de reset qui a été fait sur ça. Puis après ça, il a fallu regagner les clients et tout. Là, on est content parce qu'on est revenu à ces achalandages-là. Mais mon Dieu que c'est difficile à entretenir parce que faut pas le prendre pour acquis. Il faut toujours arriver avec des nouvelles choses. Puis ce que je mentionnais pour les anniversaires ou les dégustations de chocolat, faut se réinventer. Faut les remettre. Les dégustations, on ne pouvait plus en faire dans le temps de la COVID. Donc là, tout ramener ça puis de faire réaliser aux gens que quand ils vont venir chez nous, ça va être bien plus qu'un cornet qu'ils vont obtenir. Ça va être une expérience plus large de dégustation, toutes sortes de choses. Vraiment fun, j'aime ça. J'aime aussi les couleurs. Vous avez toujours gardé un côté, tu me corriges, je suis des niaiseries, mais un côté plus, pas vieillot, j'aime pas ça dire ça, mais
champêtre. Oui, exactement. Le beige. On aime nos racines artisanales. C'est pas futuriste, c'est ça, je veux dire. Non, c'est ça. Mais tu sais, si vous regardez, c'est drôle parce que c'est des choses que les gens remarquent peut-être pas. Mais tu sais, dans nos produits, par exemple, que ce soit nos palettes de chocolat ou autre chose, ou même nos fondus, bien, vous allez voir qu'il y a des designs, des patterns qui sont toutes réfléchis. Alors, on en a, par exemple, vous allez voir que c'est un peu, ça va rappeler la babiche, tu sais, des raquettes de neige, d'autres les ceintures fléchées, d'autres, toutes sortes de choses qui vont venir du bois, des choses qui vont nous rappeler la cabane à sucre et tout. C'est toutes des choses qui viennent puiser dans les racines québécoises, la culture québécoise. La mémoire. C'est ça, la mémoire. Fait que c'est ça qu'on veut rappeler. Mais tu sais, la mémoire ce que j'ai envie de dire, du bon vieux temps. Ouais. Puis c'est ça qu'on veut propager. Puis en même temps, ça nous permet de passer des petits éléments de la culture québécoise un peu partout. En Colombie-Britannique, en Ontario, un peu partout. On est très fiers de ça. Bravo. Le papa. Oui. Le papa. Plusieurs fois. 4 fois. 5 fois. 5 fois, tabarnouche. 5 fois. Tu me Oui, dis ça j'ai tantôt. plein d'enfants. J'en ai eu plein. Oui. Non, mais c'est... J'adore ça. Oui. Ben T'as une belle relation. Super belle relation. À trouver. Puis, tantôt, tu disais dans ton horaire, ta discipline, je suis persuadé que tu places du temps, justement, pour ces petits mousses-là. Ben oui, parce que moi, écoute, moi, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. OK? Puis j'ai 50 cousins-cousines qui sont tous plus jeunes que moi. T'es pas okay? sérieux? T'es le plus vieux. Attends un peu. T'es le plus vieux de 8 frères? Oui, 7 frères et sœurs. J'ai 7 frères et sœurs. Donc 5 frères, 2 sœurs. Puis c'est rare. qui sont plus jeunes que moi. À ton âge, là, c'est rare. Ben oui, même. Exact. J'ai 47 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 15 ans de différence avec mon plus jeune frère. Ben voyons tous donc. de la même père, puis du même père, puis de la même mère. Oui, exactement. Fait que, tu sais, moi, d'avoir 5 enfants, ça peut stresser bien du monde, mais moi, ça me dérange pas plus que ça. Là. J'ai été élevé là-dedans. Ouais. J'en ai changé des couches, pas à peu près. Là. Je dois avoir une forme de record du monde là-dessus. Puis j'ai vraiment pataugé dans cet univers-là beaucoup. Puis moi, ce qui est important pour moi, puis c'est une des raisons pour lesquelles je me lève tôt le matin, c'est que moi, le soir, quand je reviens, je ne travaille pas. Je ne travaille pas le soir. OK, moi, je vais finir de travailler vers 4-5 heures. J'ai peut-être commencé à 4 heures, par exemple. Puis j'ai pas arrêté de la journée, mais quand j'arrive chez nous le soir, le souper, tout ça... T'es tout là à eux. Écoute, avec ça eux. serait mentir que de dire que je suis 100% présent psychologiquement, là, parce que t'as toujours une partie un entrepreneur, c'est ça. Quand t'es entrepreneur, t'as oui. toujours un pied mental dans le business. Tout le temps le hamster. C'est ça. Mais au moins, je suis pas devant mon écran, je suis avec eux autres, je soupe avec eux, le soir, je leur lis des histoires. J'aime beaucoup, beaucoup ce moment-là avec mes enfants. Wow, bravo. Puis je travaille rarement la fin de semaine. Ou si je travaille, ça va être le matin, très, très tôt, encore une fois. Fait que ça n'affecte pas la discipline familiale. Pas la discipline, mais l'horaire familial. Mais grâce à cette discipline-là. Oui, exact. Puis, tu sais, le matin, je vais aller porter, comme encore hier matin, j'étais allé porter mes enfants en vélo, puis on est à distance de l'école, de pouvoir y aller en vélo et tout ça, ou d'aller, des fois, on y va à pied. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Puis ça démarre bien ma journée, puis ça fait une coupure entre mon travail du matin puis ma journée un peu plus rock'n'roll, disons. Il y a plein de trucs qui vont sortir de cette entrevue-là. Quand on va demander à l'intelligence artificielle de nous dire qu'est-ce que Dominique nous a donné comme conseil, comme entrepreneur, il y en a plein, ça finira plus. Ben écoute, tant mieux. Le robot va chauffer. Ben oui, si les gens peuvent ressortir des bonnes pratiques ou des choses qui s'appliquent à leur vie, hein, parce que je pense que toutes les entreprises sont différentes, tous les entrepreneurs sont différents, les situations familiales sont bien différentes. Tout à fait. T'sais, moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est consultante, qui va travailler beaucoup de la maison, tout ça. Donc ça, c'est sûr que ça facilite bien des choses pour mon style de vie versus si j'avais une conjointe qui voyageait partout pour le travail, ben je pourrais probablement pas avoir la vie que j'ai actuellement. Fait que mon cadre n'est pas nécessairement applicable à tous, mais tant mieux s'il y a des choses que les gens peuvent en retirer. C'est vraiment... Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. T'es bon, tu serais tout qu'un animateur, co-animateur ou whatever. Là. C'est beaucoup plus dur de poser les questions qu'ils répondent. Hein? Non, je comprends, mais je trouve que t'as une belle façon de t'exprimer. Fait que on le remarque dans le domaine, c'est quand on est dans
T'sais, moi, à force d'enregistrer des entrevues avec des entrepreneurs, c'est pas tous les entrepreneurs qui ont la verbatile, on va dire, comme toi. Ben, c'est gentil, merci. Ouais, ça paraît. Les conférences, tu étais venu à un moment donné, on t'avait engagé, je sais pas si tu te rappelles, avec le Cercle Kaizen. C'est pas... Oui, je m'en souviens. Avec Sylvain Boudreau. Oui, je m'en souviens avec Sylvain, oui. Puis tu avais donné une conférence, écoute, on capotait à la fin, on tripait au bout. Ah oui? On était vraiment contents, oui, vraiment. Bon, on te l'avait écrit aussi, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Ben, un vrai conférencier, c'est son métier. Il fait des conférences. Ouais. Mais toi, tu parles avec tes tripes, tu parles avec ton vécu, tu parles avec tes yeux, tu parles, tu sais, oui, bien moi, la transparence a toujours été quelque chose d'important pour moi. Puis je suis toujours quelqu'un qui est... Moi, je suis vrai dans la vie. Je ne mens jamais. Je dis toujours ce que je pense. Tu vis avec. Puis tout me paraît d'en face de toute façon. Si je suis content, si je suis pas content, le monde le savent. J'ai pas fini de monter les marches au bureau que le monde m'a déjà saisi pour la journée. Puis ils savent si je suis de bonne humeur, si c'est une bonne journée pour me demander quelque chose ou pas. Oui. Je veux dire, je suis très, très transparent là-dessus. Fait que, tu sais, moi, en conférence ou comme dans mes rencontres ou autre chose, ça va être un peu la même chose. C'est que je vais donner un peu ma vision des affaires, ma vision de comment est-ce que je vais gérer une équipe ou comment est-ce que je vais, par exemple, comment est-ce que je vais essayer de tirer de l'innovation, mon approche à l'innovation, à la création de produits, tout ça. Puis à toutes les fois, ben c'est sûr, des fois, j'ai donné des conférences, puis soit il y avait un expert dans le domaine qui était avant moi ou qui suivait ma conférence, puis moi, l'affaire, c'est que j'ai commencé tellement jeune en affaires. Je me suis incorporé, j'avais 17 ans. J'ai été mis dehors du cégep. Je suis pas allé à l'université. Fait que moi, je les connais pas. La théorie, là, la théorie des experts et tout ça. Puis je dis pas que ces gens-là ont pas raison. Au contraire, j'aurais aimé avoir accès à ça. Ben oui. Puis avoir accès à toute cette information-là. C'était pas ta réalité. Mais je l'ai pas eu. Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir une réalité pratique très rapide. Tu sais, ma compagnie en jeux vidéo, je veux dire, quand je l'ai fondée, puis je me suis mis à temps plein là-dedans. Quand je l'ai incorporé, j'avais 17 ans. Quand je m'y suis mis à temps plein, j'en avais 21. Je l'ai vendu, j'en avais 26. Je suis devenu vice-président dans une compagnie qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires basée à Santa Monica, à Los Angeles. J'ai été mis... Mes collègues de travail, c'était des anciens vice-présidents de chez Pepsi, de Sony, Warner Bros. C'était un calibre. J'ai été entouré d'un calibre extraordinaire dans une compagnie publique qui, je pense, oui, m'a tiré vers le haut parce que j'ai vu ces façons de faire-là. Honnêtement, je me demande encore ce qu'ils ont vu en moi au début pour me mettre à cette position-là. Parce que j'avais de la misère et juste les termes financiers qui me garrochaient. Je ne les connaissais pas, tout en anglais. Mon premier appel conférence, Dieu merci, il n'y avait pas de vidéoconférence à l'époque, c'était des appels conférences. Donc, j'avais mon ordinateur à côté, puis je tapais tous les termes qui me garrochaient, puis je lisais à mesure, puis j'essayais de comprendre ce que c'était. Puis je me suis auto-formé là-dedans rapidement. Fait que moi, je donne un peu mes expériences sur qu'est-ce qui a marché en termes de communication, en termes de création, en termes de gestion de changement, tout ça. Puis je fais mon gros possible, comme tout le monde. J'ai pas eu juste des succès, mais les gens parlent beaucoup de mes succès, mais j'ai eu des moments dans ma vie qui ont moins bien été aussi. T'sais. Tout à fait. Ouais. Puis l'authenticité, tu le dégages, tu dis que tu l'incarnes beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques beaucoup chez les gens? Quand tu côtoies les gens en affaires, as-tu déjà eu tu sais, on dit le pif, là, de dire, il me semble qu'on dirait qu'il me joue une game, ou on dirait que... Ah ben ça, c'est facile à voir. Ouais. C'est relativement... Moi, mais je trouve pour toi, c'est facile. Il y a des gens qui le voient. C'est très facile à voir quand quelqu'un, il joue une game ou pas. Quand quelqu'un, il y a une façade ou pas. Remarque qu'on a tous une façade, là, je veux dire, on va se le dire, là, mais il y en a qui en ont 5, là, tu sais. Puis là, ça, c'est plus difficile. Je parle à quelle personne? Là? Si tu Régent 1, Régent 2, Régent 3, moi, je suis un peu comme toi, là, dans la mesure, j'adore. J'ai tendance à moins bien m'entendre avec des gens qui se prennent trop au sérieux, qui ont trop, justement, de façade ou qui s'improvisent trop un personnage. Je l'ai moins. Mais je te dirais qu'en affaires, par contre, les gens que j'ai vus dans ma vie qui avaient le plus de succès, là, souvent, là, j'en ai côtoyé du monde. Là, j'en côtoie encore du monde là, qui ont amassé des fortunes, qui ont eu du succès. Là, on ne se l'imagine même pas. Là, je suis rien à côté d'eux autres. Puis un des traits souvent communs que tous ces gens-là ont, là, c'est une humilité. De l'humilité. Puis c'est on leur rarement, manque beaucoup, hein? On aime ça, hein? Oui, c'est pas les gens qui vont se mettre en premier. C'est pas les gens qui vont se prendre en selfie constamment ou autre chose. Ça va être du monde qui vont redonner le crédit à leur équipe, qui vont comprendre qu'ils sont juste
rouage dans quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Puis c'est drôle parce que autant chez nous, chez Binox, comme chez Chocolat Favori maintenant, pour moi, tu sais, toute l'équité dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est excessivement important. Le respect de tous et chacun, parce que peu importe ton poste, peu importe ton titre, tu es important. Il n'y a personne en compagnie qui est capable de faire son travail tout seul. C'est tout des chaînes. C'est toute une chaîne. Puis oui, tu as de l'expertise qui est plus poussée que d'autres. Oui, des fois, il y a une rémunération qui est plus importante pour un poste parce qu'il est plus particulier, qui est plus niché, qui demande plus d'études ou autre. Mais au final, même cette personne-là ne peut pas faire le travail toute seule. Elle a besoin de quelqu'un qui va produire le produit, qui va le distribuer, quelqu'un qui va l'apporter à destination, quelqu'un qui va le vendre aux clients. Bref, toute cette machine-là est très importante. Puis, tu sais, c'est pour ça que des choses comme nous, par exemple, dans notre culture d'entreprise, ça va se traduire par des choses bien concrètes comme, par exemple, nous autres, dans les fêtes, que ce soit Noël, Saint-Valentin ou Pâques, tout le monde du siège social va travailler dans les chocolateries. Donc, tout le monde en administration, président inclus, vice-président et tout, on va aller faire de la caisse, on va aller placer du stock sur les tablettes, on va aller interagir avec les clients pour avoir le pouls des clients, pour comprendre la réalité des gens en magasin. Les gens adorent ça, puis ils reviennent toujours plein d'idées, puis ils comprennent un peu plus aussi pourquoi est-ce que c'est tannant quand tu ne reçois pas ta commande puis qu'il manque des boîtes, puis c'est quoi? Puis tel système informatique, ben il est chiant à utiliser à cause de telle raison. Fait que nos gars de IT, ils vont faire du terrain aussi. Ouais. Ils l'utilisent, la caisse puis notre système de POS, puis ils disent, il va falloir faire ça différemment, ou il faudrait trouver une solution à telle chose. Où t'as pogné ça, cette idée-là? Ben, avec ton équipe, mais je veux dire... C'est pas toutes les entreprises là, qui font ces affaires-là que tu nous dis depuis tantôt. Ça vient de où, ça? C'est-tu, comme tu dis, quand tu te mets à réfléchir puis que... Ben écoute... Dans ton jogging? Non, mais moi, j'ai toujours fait ça de même. Moi, faut que tu dises que ces deux compagnies... Chocolat Favori, je ne l'ai pas bâti, mais c'était beaucoup plus petit que ce que c'était aujourd'hui. Oui. Fait que moi, au début, là, je veux dire, quand on a lancé, à un moment donné, on a manqué de guimauve trempée dans le chocolat. Mon réflexe premier, c'est d'aller en production pour en faire. Quand la fondue, au début, la fondue en conserve qu'on a lancée, écoute, c'était tellement populaire. J'ai passé des soirées de temps à coller des étiquettes sur des conserves, à mettre du chocolat, à les fermer à bras parce qu'on n'avait pas encore d'automatisation. En jeu vidéo, à l'époque, il n'y a rien que je n'ai pas fait. J'ai fait du testing, j'ai programmé beaucoup parce que je suis un programmeur. J'ai aidé à peu près à toutes les étapes de la chaîne, de la création jusqu'au test des produits, puis tout ça. Parce que pour moi, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, quelque chose. Puis j'ai jamais rechigné sur aucune tâche parce que comme je te disais, je trouve que c'est important. Quand je vais travailler, les gens vont peut-être me voir cet été travailler dans une chocolaterie. Oui. Puis quand j'arrive dans une chocolaterie, ben, j'ai mon polo chocolat favori. Je ne suis pas habillé en président. Puis la première chose que vous allez me voir me faire en arrivant, là, après avoir dit bonjour à tout le monde, c'est prendre ton filet. Non, même pas. Je vais prendre le balai, puis je vais prendre la mop, puis je vais faire le ménage. Puis je vais replacer les chaises, puis je vais tout faire. Parce que la première chose que je veux que les gens en chocolaterie voient, c'est comment est-ce qu'on accueille nos clients. Puis je veux qu'ils voient que ça peut toujours être plus propre. Puis le président en personne va passer le balai. Puis je m'attends à ce que tout le monde en chocolaterie fasse la même affaire. Puis pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose en jeu vidéo. C'est la même chose en chocolaterie en ce moment. Puis le président ne devrait jamais rechigner à faire quoi que ce soit qu'il demande à son équipe de faire. C'est bon, j'aime ça. Le côté militaire aussi, des fois, puis le côté karaté, puis tout ça, quand il y a des grades, moi, ça m'impressionne beaucoup parce que, tu sais, je me dis, le ceinture noire en karaté, il a déjà été ceinture blanche, tu sais. Ben oui. Alors, tu sais, le président d'entreprise, il a déjà été TQ, puis bon, tu sais, le colonel dans l'armée, bien, il a déjà été soldat, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est impressionnant. Puis de voir que rendu là, tu restes encore sur le, comme on dit, sur le terrain des vaches. On dit-tu le terrain des vaches ou on dit... le plancher des vaches. Le plancher. Hey, moi, des fois, je me prends comme, comment il s'appelle? Jean Perron. Pauvre monsieur. Non, mais c'est vrai, des fois, je mélange les mots et tout ça. J'ai un petit questionnaire qu'une madame m'a envoyé, puis je trouve ça cute. OK, vas-y. Elle a des questions, elle appelle ça des questions loufoques. OK? On se lance, j'ai lu là, elle m'a envoyé ça. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Capoté? Ça, c'est une bonne question. Écoute, il y a les pouvoirs classiques de voler ou d'être invisible, OK? Ouais. Mais moi, le super pouvoir que j'aimerais avoir, OK, c'est niaiseux, je me suis toujours visualisé comme ça, c'est d'être capable de me poser une question sur les gens,
Puis de visualiser, d'avoir une espèce de filtre qui s'applique, là, puis je vois, mettons, je pose une question oui ou non. Là. Ouais. Puis là, à ce moment-là, les oui apparaissent en vert. T'sais. OK. Alors, tu sais, pour pouvoir un peu... parce que je veux pas pouvoir lire dans les pensées des gens, parce que ça me tente pas de lire ce qu'ils pensent de moi ou autre chose, mais j'aimerais ça pouvoir me poser des questions. Okay. Genre, lui, aimerait-tu vendre son entreprise ou pas? Est-ce que 5 millions, c'est trop ou pas assez? Tu sais, des choses comme ça, j'aimerais ça pouvoir me poser ces questions-là. Fait que c'est ça. Quelle est ta chanson préférée quand tu chantes tout seul dans ton auto? Ah! Ça, c'est facile. C'est A Kiss to Build a Dream On. Hey, je la connais pas. C'est quoi donc, Kiss to... Ça, c'est Louis... attends un petit peu. C'est-tu Louis Armstrong? C'est un genre de c'est du vieux blues. Ouais. A Kiss to Build a Dream On. Ça, c'est... On va le prendre en note. Écoute, j'adore ça. Puis parce que moi, j'ai comme habitude... À tous les vendredis, tu sais, je me demandais, il y a les jeux vidéo pour relaxer, mais moi, à tous les vendredis aussi, je mange de la pizza. OK? Systématiquement. Alors, écoute... Est-ce que tu les fais ou bien tu les achètes? Non, je les achète en général. Je les fais des fois. Des fois, oui. Puis, écoute, moi, je suis parti 1 an. Je fais beaucoup de bateaux aussi. Puis, je suis parti 1 an en bateau. Puis, à tous les vendredis, quand même, peu importe j'étais où, on avait de la farine à bord, on avait tout ce qu'il fallait. Puis, je faisais de la pizza. Wow. Puis, quand je fais de la pizza, je vais boire du vin rouge avec et je vais toujours écouter cette chanson-là. Puis je me suis bâti une liste de lecture dans ce style-là. Puis je fais toujours play à tous les vendredis soirs. J'ai mon verre de vin rouge, j'ai ma pizza. Bravo. J'écoute ça. Puis c'est mon point d'ancrage dans ma semaine. Parce que peu importe si ma semaine n'a pas bien été, je peux me dire, au moins j'ai de la pizza vendredi soir. Puis si ma semaine a bien été, je peux me dire, puis en plus j'ai de la pizza vendredi soir. Avec un bon petit C'est ça. Fait que, Kiss, dis-moi là, Kiss de... Comment? A kiss to build a dream on. To build a dream on. OK. Ouais. Crime, t'écouteras ça. Ben oui, il va l'écouter certains, tabarnouche. J'aime ça, moi. C'est parce que c'est une chanson, en plus, qui me rappelle mon jeu vidéo préféré, Fallout 2, qui est dans un monde post-apocalyptique, qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Après la fin du monde. Après la fin du monde. Puis c'est dans un monde où il y aurait eu justement une explosion nucléaire, mais dans le temps où cette chanson-là jouait. Donc, cette chanson-là est utilisée dans la bande-annonce. Puis c'est pour ça que j'adore cette chanson-là. Écoute, elles sont bonnes ces questions, je trouve. Ben oui. Si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe qui soit décédé ou pas, qui choisirais-tu? Ah, ça, ce serait Steve Jobs. Oui. Parce que Steve Jobs, c'est ridicule. Je l'ai déjà croisé dans ma vie en plus, puis j'y ai déjà parlé. Oui. Oui, mais c'était un stand de nourriture sur le campus d'Apple et je ne savais pas que je parlais à Steve Jobs. Et je m'en suis rendu compte plus tard parce qu'à ce moment-là, il s'était fait pousser la barbe. Et je l'ai reconnu quand j'ai écouté un keynote après coup. Fait que moi, je l'ai pogné entre deux parce que dans ce temps-là, je travaillais beaucoup avec Apple. Donc, fait qu'on avait jasé de... Il m'avait demandé ce que je faisais chez Apple, puis j'y avais comme fait mon sales pitch, mais je ne réalisais pas que je parlais au fondateur et CEO. Alors, j'aimerais ça lui reparler, mais là, avoir une discussion un peu plus intelligente et développée. Un petit lunch, hein? Il m'en reste 2. Quel est ton jeu addictif du moment? Mais là, elle me dit sur le téléphone. Sur le téléphone? Mon Dieu! Sur le téléphone, en ce moment, c'est Balatro. Alors, c'est un jeu de poker qui a été développé par une gang, un studio indépendant, je pense de la Nouvelle-Écosse ou dans ce coin-là. Il me semble que c'est canadien. Donc, c'est vraiment spécial comme jeu. Ouais, Balatro. Alors, complètement nouvelle façon de voir une espèce de mélange entre le poker et le solitaire. Okay. Sinon, je joue beaucoup sur ma PlayStation 5 ces temps-ci à un jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33, qui est un absolu chef-d'œuvre dans le genre. Alors, pour les gens qui aiment les Final Fantasy et les jeux de rôle, j'en ai joué un puis un autre dans ma vie, et celui-là, je lui donne la note de 10 sur 10, et j'ai pas dit ça souvent pour des jeux vidéo dans ma vie. C'est extraordinaire. C'est fait par des Français en plus, donc ça a toute la petite touche parisienne, européenne, autant dans la musique que les personnages, l'univers, tout ça. C'est extraordinaire, c'est très rafraîchissant comme jeu. Oui, ils vont peut-être en vendre plus aujourd'hui après que tu l'aies Il était rendu à 3,3 millions récemment, après quelques semaines de lancement. Donc, je pense qu'ils vont assez bien. Oui. Dernière question, Dominique. Si tu pouvais exercer un autre métier complètement différent du tien pendant seulement une semaine, lequel serait-il?
pendant seulement une semaine, un métier différent du mien, je le sais pas, les médias m'ont toujours intéressé. Donc, peut-être animateur ou quelque chose comme ça pendant une semaine, j'aimerais beaucoup ça, je pense. En tout cas, moi, je voterais pour toi comme animateur parce que, écoute, je trouve que tu t'exprimes très bien. C'est le fun, j'aime ça. C'est mon ami Dominique, elle s'appelle Dominique. Ah oui, en plus? En plus. Bon. Fait qu'on la salue, je vais la remercier. Puis, écoute, moi, je vois le temps passer. Puis je sais que toi, tu as une journée assez au quart de tour. J'aurais le goût de te laisser peut-être la dernière minute, qui va peut-être durer 2 minutes avec Dominique, on sait bien. Mais je te laisserai 1 minute pour nous expliquer peut-être de quoi qui peut peut-être faire avancer un autre entrepreneur qui nous écoute ou un futur preneur. Tu sais, on va y aller plus, pas académique, mais on veut des trucs. On veut des astuces. La dernière minute dans la jungle des affaires, on la donne toute à l'intelligence artificielle, tout le temps. OK. Donc, ta dernière minute va s'en aller là. OK. Puis de là, on demande de nous sortir le côté le plus académique de ce petit bout-là. Okay. Pour éventuellement faire peut-être une académie de l'entrepreneur. Bien, écoute, il y a beaucoup de conseils dans toutes sortes de domaines que je pourrais donner. Sauf que, mettons que je me ramène à ma propre expérience, là, tu sais, les gens sont souvent fascinés. Comment est-ce que j'ai pu passer des jeux vidéo au chocolat? Oui. Puis, parce que mon expertise première est vraiment dans la programmation, dans les jeux vidéo, puis tout ça. Puis j'ai fait ça pendant des années avant de démarrer mon entreprise. Donc, mais quand j'arrive au chocolat, les gens se demandent un peu plus pourquoi. Puis surtout, comment j'ai réussi. Puis dans les 2 cas, j'ai réussi à cause de la même chose, c'est-à-dire que je me suis bien entouré. Puis ça, c'est vraiment important. Je le répète souvent, moi, je suis le meilleur dans rien, mais je cherche les meilleurs dans tout. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est que, tu sais, j'ai réussi à me développer, moi, des habiletés de généraliste. Je suis un bon généraliste. Je suis souvent un peu meilleur que la moyenne dans plusieurs domaines. J'ai cette chance-là. Mais il faut avoir l'humilité de réaliser que je ne serai jamais le meilleur dans rien. Dans quelque chose. Puis j'ai besoin de la meilleure personne en finance. J'ai besoin de la meilleure personne en jeux vidéo ou en chocolat. En jeux vidéo, là, au début, quand j'ai démarré, moi, j'étais passionné de programmation, puis je m'étais autonommé chef de la technologie chez Binox. Puis rapidement, je me suis rendu compte que j'allais jamais être le meilleur. Fait que je me suis reviré, puis j'ai engagé une personne avec qui j'avais travaillé avant, qui s'appelle Sylvain Morel. Cette personne-là, à l'époque, on était toujours en compétition à qui était le meilleur. Mais dans le fond de moi, je savais qu'il allait être bien meilleur puis qu'il allait se rendre bien plus loin que moi. Fait que je suis allé le chercher, puis j'y ai donné mon titre, puis je l'ai laissé aller. Puis il a amené l'entreprise à des sommets incroyables. S'entourer des meilleurs. Même chose dans le domaine du chocolat. Je veux dire, j'étais arrivé là, puis oui, j'avais des habiletés d'entrepreneur en finance, en deux, trois affaires, mais dans le chocolat, j'y connaissais 3 fois rien. J'ai engagé les meilleurs, j'ai travaillé avec eux autres, puis on a amené ça à complètement une autre étape. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'entourer, puis à tous les niveaux. Se faire entourer, peut-être les gens ont bien peur d'avoir un conseil d'administration, par exemple, des fois, pour le contrôle que ça va leur enlever ou autre chose. Mais non, ça va vous amener, si vous le sélectionnez bien, ça peut vous amener tellement plus loin, vous challenger comme entrepreneur. Quand vous êtes entouré de gens, cherchez pas à vous entourer de gens qui vont être des yes-men et qui vont faire tout ce que vous voulez. Non, faut qu'ils vous brassent un peu. Il faut qu'ils vous challenge. Il faut qu'ils challengent vos décisions. Il faut qu'ils vous amènent plus loin. Il faut qu'ils amènent leur département plus loin, leur équipe plus loin. Fait que cherchez toujours des gens qui sont meilleurs que vous autres. Bravo. Si je suis obligé de donner 10 sur 10, c'est rare que je donne ça. Ah oui, mon Dieu, j'ai-tu le droit de note? Non, t'as le droit d'en revenir quand tu veux. Merci. Écoute, Dominique, merci beaucoup. C'est du bonbon, c'est de la musique à mes oreilles. Je suis persuadé qu'il y a des auditeurs. Mais est-ce que je reçois beaucoup de courriels après chaque entrevue quand elle est postée? Oui. Parce que là, ça va être posté peut-être dans 2-3 semaines. Oui. Puis souvent, les commentaires, c'est ça. C'est que les gens sont contents parce qu'ils ont appris, ça leur a dit... On parle de divertissement parce que tu écoutes un podcast, tu prends 1 heure de ta vie pour écouter un podcast, il faut que tu te divertisses un peu. Oui. Mais les gens aiment apprendre. Oui. Tu sais, puis aiment découvrir aussi.
Comme là, on savait pas que tu étais un boxeur, tabarouette, ils vont le savoir, tu sais. Fait que... Dex, je suis un boxeur, je suis un marin, je suis plein d'affaires. Ben oui, t'es plein d'affaires. T'es un papa, t'es un amoureux, t'es un chef d'entreprise, t'es un visionnaire, puis tes chums doivent sûrement t'apprécier comme ami. Fait que, tu sais, j'espère. Ben, en tout cas, on lui souhaite. Fait que bravo, merci beaucoup. Merci, Régent. Belle entrevue. Merci de l'invitation. Merci. Puis je me félicite d'avoir été persévérant pour t'accueillir dans la jungle des affaires. Nous autres, dans la jungle des affaires, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.